Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Bail Béton et Wastebox. Merci d'être à l'écoute de Bati Radio en direct du salon Batimat. Nous allons maintenant aborder la thématique de la ville de demain, qui nous concerne tous d'ailleurs, dans le cadre d'une table ronde Chouco avec nos intervenants du jour. Jacques Liados, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Jacques? Très bien, merci. Vous? Très bien. Vous êtes directeur de Chouco France. À vos côtés, aujourd'hui, Yves Cara, que je connais un peu. On en parlera tout à l'heure. Et également avec nous, vous êtes ex-journaliste et porte-parole de l'Automobile Club Association. Tout à fait, vous allez nous expliquer pourquoi, la raison de votre présence, surtout, et pourquoi vous êtes là pour nous parler de la ville de demain. L'automobile dans Batimat. Évidemment. Et enfin, Alexandre Krupka, qui est responsable projet et promotion pour Chouco. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alors, dans un premier temps, avant d'aborder ce sujet qui nous concerne tous et qui est riche d'enseignements, d'abord, présentez-nous, Jacques Liados, la société Chouco France. Alors, Société Chouco France appartient à un groupe qui s'appelle Chouco International. Oui. Qui est une société d'origine allemande, qui a été créée il y a 66 ans et dont la mission est de concevoir des portes, des fenêtres, des façades en aluminium et en PVC. Et donc notre raison d'être au quotidien est de contribuer à un habitat confortable, accessible et respectueux de l'environnement. Ça, c'est notre mission principale et nous le faisons avec 300 collaborateurs en France. Nous sommes la première filiale en France, créée il y a maintenant 53 ans. Nous couvrons le territoire français, les Outre-mer, mais aussi 14 pays que sont les Caraïbes hispaniques, République dominicaine, l'Afrique francophone, et puis ensuite, à partir de l'océan Indien, Maurice notamment. Donc vous participez clairement à la construction de la ville de demain, on est bien d'accord? Nous construisons à la ville d'aujourd'hui, depuis maintenant un certain temps, depuis 53 ans, à la ville aussi qui a été réalisée. Oui. Et fort de cette expérience et avec un fort travail sur l'innovation, nous réfléchissons aussi à la ville de demain dès aujourd'hui. Alors avant d'aborder toutes les interrogations autour de la ville de demain, Yves Cara, qu'est-ce que c'est l'Automobile Club Association? On va fêter nos 120 ans l'année prochaine. Donc vous voyez, on est le deuxième automobile club au monde à avoir été créé. Je dirais qu'en 3 mots, on regroupe, on protège et on représente tous ceux qui possèdent une voiture en France. Il y a à peu près 35 millions de voitures et on a 1,5 million d'adhérents. Aujourd'hui, jamais un automobile club n'a eu autant d'adhérents. Alors, pas des bénévoles, des adhérents à qui on rend un service juridique de dépannage, de renseignement, de tarification pour que leur mobilité coûte moins cher. Et je dirais qu'on va dans le sens de l'histoire. On parle bien sûr d'automobile, mais aujourd'hui de mobilité. Et on organise même des stages pour apprendre à bien circuler en vélo en ville. Vous voyez, donc on n'est pas tout à fait obtus comme on pourrait l'imaginer. On a un automobile club ouvert. On va vers la mobilité, mais avec la voiture aussi, qui représente aujourd'hui 80% des déplacements en France. Alors vous allez nous expliquer surtout pourquoi le monde de l'automobile rencontre le monde du bâtiment aujourd'hui, parce que finalement il y a une réponse à cette question. Mais avant tout, Alexandre Krupka, qu'est-ce que c'est qu'un responsable projet et promotion pour Chouco ? Pour compléter la présentation de Jacques, je dirais c'est d'accompagner les créateurs de cette ville, de ces bâtiments de demain, à savoir des architectes, des promoteurs, des bureaux d'études, et de leur apporter les meilleures solutions pour construire une ville intelligente, durable, connectée, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez beaucoup de boulot donc? Pas mal, c'est ce que je dis tous les jours à Jacques. Oui, c'est ça, vous avez beaucoup de travail. Toujours. Alors justement, pourquoi les enjeux de la ville de demain rassemblent sur ce plateau les acteurs des filières du bâtiment et de l'automobile, Jacques, pour qu'on puisse comprendre? Ça provient d'abord d'un besoin et ensuite d'une volonté. Le besoin, c'est il y a aujourd'hui, si on regarde le besoin du Français, il a besoin de se loger, il a besoin de travailler, le tout dans des bâtiments, quelquefois à l'extérieur, mais majoritairement dans des bâtiments, et il a besoin de mobilité. Et donc ce besoin de regarder l'attente ce qu'on appelle nous client final, usager, et dans tous les cas de tous les Français et de toutes les Françaises, il y avait un besoin pour nous d'aller de ce point de vue-là et de quitter notre point de vue d'industriel du bâtiment ou l'industriel de l'automobile. La deuxième, c'est une volonté, je tiens à remercier Yves ici, parce que lorsque nous sommes vus il y a 2 ans et que nous avons évoqué ce point directement et de manière totalement équilibrée, conjointe, en disant mais bon sang, il y a 2 industries qui sont en parallèle et qui ne se parlent pas, et si on était, et lorsque nous sommes nous-mêmes clients finaux, eh bien on a besoin des deux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et merci Yves d'avoir accepté ce débat. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une
une boucle, une étape qui est la fin d'une, c'est-à-dire de pouvoir présenter ici nos réflexions, mais aussi le début d'une autre. Et je remercie aussi les équipes, notamment Sophie Kaufmann, qui a permis de faire en sorte et de travailler sur ce sujet et de vous convaincre, vous aussi, de l'aborder aujourd'hui. Ah, mais c'est un sujet passionnant, mais alors ce qu'on voudrait comprendre, c'est quelles sont les problématiques sur lesquelles vous échangez dans un premier temps. Yves peut-être, ou Jacques? Les problématiques, allez, on va commencer par presque un peu le négatif, entre parenthèses. Et après on ira vers le positif, voilà. Il faut toujours finir en... Nous polluons, nous produisons du CO2. 70% de la production de CO2 en France, c'est le bâtiment, l'automobile. Alors, je vais quand même minimiser tout ça. La France, c'est 0,9% de CO2 produit chaque année par rapport à toute la production mondiale. Donc ça représente à peu près à nous deux 0,7%. Nous n'avons aucun impact sur le réchauffement climatique. On peut faire ce qu'on veut en France, c'est même pas moi qui le dis. Ce sont des climatologues que j'ai rencontrés dans les différents débats que je fais dans tous les médias. Entre parenthèses, micro fermé, parce que micro ouvert, ils rigolent pas. Ils disent non, je vous dis ça en off, mais vous comprenez, évidemment. Je pourrais pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais restons, ne nous culpabilisons pas. Il faut faire quelque chose, mais malheureusement, tout ce qu'on pourra faire n'aura aucun impact sur le réchauffement climatique. N'empêche, on va faire les choses et tous ensemble. Aujourd'hui, c'est quoi? On est dans un monde interconnecté. Tout est interconnecté. Notre téléphone, les haut-parleurs, tout ça, notre maison. Donc, les sujets doivent être aujourd'hui interconnectés. Oui. Les bâtiments, la mobilité, la voiture, les fabricants de routes, parce que c'est de l'immobilier aussi. D'ailleurs, je suis certain que dans quelques mois, nous rejoindrons Route de France, Union routière de France, avec des gens que je connais très très bien, qui vous parleront de l'enrobé, qui peut absorber la pollution, qui peut éviter la chaleur, qui peut recharger les voitures, qui peut absorber l'eau pour éviter que les villes soient inondées. Enfin, il y a plein de choses. Donc voilà. Parlons-nous, trouvons des solutions communes, parlons des Français qui peuvent habiter loin dans des habitats qui sont énergétiquement parfaitement étanches et qui peuvent prendre leur voiture en polluant un minimum pour aller travailler en ville, pourquoi pas. Il faut se parler, on est tous interconnectés, les hommes et les sujets aujourd'hui. Jacques ? Oui. J'ajouterais une chose, c'est qu'effectivement, et c'est là l'intérêt d'avoir ces discussions avec l'industrie automobile, c'est que les langages et les mots ne sont pas identiques. Et il y a une vraie complémentarité. Et nous gardons à la fois nos points de vue, nos personnalités et nous échangeons. J'ajouterai sur ce point-là, il y a un enjeu clairement, vous posiez la question, d'abord démographique. Nous sommes 6 milliards sur la planète. C'est votre problématique commune en tout cas. Exactement, nous sommes 6 milliards, à l'horizon de 2050 nous serons 10 milliards et cela produit effectivement de la consommation et cette consommation, qu'elle soit en énergie pour les bâtiments, pour les construire et pour y habiter, l'automobile pour la fabriquer et pour la déplacer, émettent des CO2, c'est une réalité et ça, personne ne remet en cause. La deuxième, il y a un enjeu de densification. C'est un enjeu de densification parce que l'activité économique, pour des raisons climatiques, on a besoin d'industrie et donc d'eau. Pour des besoins de villes connectées, on voit qu'il va y avoir, enfin c'est déjà le cas, mais il va y avoir une concentration, une verticalisation, une densification qui fait qu'on va devoir de plus en plus, pour pouvoir avoir du confort et pas seulement pour protéger la planète, les deux vont de pair, il n'y a pas d'incompatibilité, il va y avoir besoin de cette réflexion sur les deux sujets. Donc, je crois que l'important, et pour revenir précisément au bâtiment, 40% des émissions de CO2 proviennent des bâtiments. Nous avons 33 millions de logements en France. Et nous avons à peu près 10 millions qui sont ce qu'on appelle des passoires énergétiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un cercle vertueux qu'on peut engager, à la fois apporter aux personnes un abaissement de leurs factures, en isolant et en apportant, en l'occurrence, pas seulement mais des fenêtres, mais aussi des parois qui vont permettre de protéger et qui vont apporter le confort. Oui. Donc, on émettra moins de CO2 en abaissant notre facture et en protégeant la planète. Le tout se fait sous forme intelligente et de manière aussi confortable, parce qu'on n'est pas dans le punitif, on n'est pas dans la critique, on est dans l'amélioration. Oui, et dans l'accompagnement. Pas de culpabilité. Surtout, alors c'est intéressant ce que dit Jacques, parce que regardez, si on fait déjà un premier parallèle, 33 millions de logements, 35 millions de voitures, on n'est pas loin. Il faut améliorer les passoires énergétiques, il faut éliminer de la route les diesels combattants qui polluaient énormément. Alors vous avez les voitures de collection, ça on les garde évidemment. Oui. Donc voilà. Et on les sort que très rarement. Et on les sort que très rarement, oui, c'est à peu près 800
800 km en moyenne pour les voitures de collection, vous voyez. Mais il y a un parallèle total entre un renouvellement du parc, une amélioration du parc, et même dans le nombre. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, Alexandre Krupka, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des actions concrètes qui peuvent naître de ce dialogue et de cette fusion entre le monde de l'automobile et le monde du bâtiment? Bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de peau horizontale, de bitume. Cette peau-là, d'enrobé. Les professionnels utilisent enrobé. Je me fais engueuler chaque fois que je dis bitume. Donc l'enrobé, nous on crée de l'enrobé de manière verticale pour créer une peau, une enveloppe qui va être intelligente et qui va vivre par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que là, on ne parle pas de voiture, mais dans la voiture, on a un utilisateur, un habitant. Dans un bâtiment, c'est pareil. On a un habitant, un utilisateur. Bien sûr. Et on va faire vivre cette enveloppe par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Donc cette enveloppe, on va y intégrer de la technologie de plus en plus. Et c'est notre quotidien aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on accompagne cet acte de créer un bâtiment, parce qu'il va falloir aussi l'adapter à son utilisateur, qui va conduire plus ou moins vite, qui va accélérer, qui va ouvrir ou fermer les fenêtres. Et là, donc nous, on va y mettre toute la technologie, qu'elle soit acoustique, pour absorber la problématique sonore intérieure ou extérieure, la qualité de l'air, parce qu'on doit, pas une clim, mais on peut purifier l'air pour avoir un air sain dans l'habitat. Voilà, donc tout est ensemble et bien entendu connecté alors à la voiture, connecter la façade, connecter l'utilisateur. Voilà. Donc on va mettre toute cette technologie-là pour protéger l'utilisateur, mais aussi avoir une façade qui va vivre par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur avec les intempéries internes et externes. Voilà. Alors les prises de conscience passent aussi par la rénovation du côté du bâtiment, mais du côté de l'automobile, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire comme action concrète? Pareil, déjà renouveler le parc, c'est ce qui se fait par exemple avec la prime à la conversion, qui a malheureusement largement été modifiée pour qu'elle soit pas trop abordable et que ça coûte pas trop cher à l'État. Vous voyez, quand on parle d'écologie que ça coûte cher, même l'État dit non, finalement on va la réduire un peu. Ça c'est très dommage. Donc voilà, réduire un petit peu ça. L'automobile a déjà commencé. Attention, l'électrique c'est pas la solution idéale, loin de là. Carlos Tavares n'a pas dit le contraire. Les Chinois sont en train de revenir à l'hydrogène. Il y a un grand plan allemand qui va conjointement faire avancer l'hydrogène et l'électrique. Donc voilà, on sort de cette idée que l'électrique va remplacer le pétrole à 100%. C'est une erreur fondamentale qu'on est en train un petit peu de corriger. Ça, c'est bien. Mais voilà, renouveler déjà le parc. Alors, j'ai un ami, François Roudier, qui est directeur du comité des constructeurs français automobiles et qui a une très belle phrase et que je reprends et que je le cite. Il faut un peu moins de voitures, mais un peu mieux de voitures. Donc, des voitures qui polluent moins, un petit peu moins, nous sommes d'accord. Si on peut prendre le vélo de temps en temps, si on peut prendre les transports en commun. Même du covoiturage, on en parle beaucoup, ça. Effectivement. On a créé un site de covoiturage avec d'autres automobiles clubs européens, parce qu'on fait partie de la FIA. Donc, c'est très très bien, les Blablacar et autres, on en participe. Le covoiturage, l'autopartage, très très bien. Pourquoi avoir une deuxième voiture si j'en ai besoin 20 fois dans l'année? Je calcule un petit peu, ça va me coûter 10 fois moins cher, ce sera pratique. Donc tout ça, un petit peu mieux de voiture, mais un peu moins de voiture, mais un peu mieux de voiture. Et d'un côté, Jacques Liados, en matière de bâtiment, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi privilégier des espaces de coworking, des espaces de travail partagé? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il ne faut pas passer d'une mobilité douce, voire à l'immobilité? Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Je crois qu'on peut retrouver aussi ces comparatifs ou ces similitudes en fonction des différentes industries ou des différents besoins. Clairement, dans nos entreprises, on parle souvent de casser les silos. Oui. Eh bien, c'est aussi une manière, en retirant les cloisons, de faire des open space et de faire en sorte qu'on ait un mètre carré optimisé, plutôt que chacun son bureau et mon pré-carré. Et en tant que directeur général, je suis souvent sur le terrain. Et donc, je pense que c'est bien, au contraire, que les mètres carrés soient mis à la disposition de la présentation des produits ou qu'ils ne soient pas consommés parce qu'on est dans une forme de mobilité aujourd'hui. La deuxième, le travail à domicile. Chez Schuco, nous avons dans cette logique-là des gens qui sont chez eux, télétravail. Très bien. Exactement, qui vont permettre. Donc, il y a effectivement un mode de pensée, un mode de vivre, finalement, qui est en train d'évoluer parce que, tout simplement, nous avons une conscience. Et en écoutant Yves, ce qui m'intéresse et m'interpelle, c'est qu'il n'a pas les mêmes mots que moi, les mêmes appuis que moi, la même histoire que moi. Et cette différence-là, c'est une force. C'est une force. Et c'est pour ça que je l'ai remercié tout à l'heure, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à construire, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans les bâtiments, et surtout qu'on soit bien compris des personnes à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'on sache écouter, comprendre et sortir quelquefois des paradigmes. Et en l'occurrence, il y en a un qui est clair pour moi, c'est la liberté de choix.
C'est-à-dire que je peux avoir la liberté de travailler de chez moi. Je peux avoir la liberté de travailler en ville pendant la semaine et de revenir à la campagne. Moi, je suis du sud de la France, de Béziers. C'est très très beau comme région. Paris est très belle aussi. Et j'ai la chance de vivre les deux. Donc lorsqu'on a la possibilité d'avoir cette mobilité, c'est un vrai enjeu qu'elle soit accessible à toutes et à tous, et d'avoir des bâtiments qui sont peu énergivores et qui m'apportent le confort, c'est tous les enjeux de ce qu'on appelle nous la Smart City, la réflexion qu'on souhaite mener ensemble. Oui, les villes de demain, effectivement. Smart City, pardon Kenza, mais j'ai trouvé une expression dont je me resservirai et je vous citerai, Alexandre. Merci. C'est l'enrobé. Vous reversez des royalties. Ouais, tout à fait. Ça y est, on parle argent déjà, c'est fou ça. J'ai pas commencé à parler, on me demande de l'argent. Non mais je le voyais dans les yeux qu'il allait vous demander un billet. Non mais le lien entre les deux, l'enrobé vertical, c'est une image qui parle vachement bien ça. Vous voyez, vous posez de l'enrobé horizontal, bah nous il est vertical. Et là déjà on trouve verbalement dans la rhétorique un lien déjà. Je trouve ça vachement bien, je m'en servirai, bravo. Vous nous parlez de la maison HQE, justement des avantages, par exemple de tout ce qui est technique. Alors, HQE, on est au-delà du HQE. Oui. On est au-delà du HQE, on a même une approche globale parce qu'on parle de BREEAM, de LEED, on parle même de WELL, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de bien-être de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on parle de bâtiments mixtes, de commerce, de logement et bureaux, et aussi de rapprocher, de collaborer et de vivre plusieurs expériences dans un bâtiment. Donc maintenant, aujourd'hui, tout le monde travaille sur l'expérience de l'utilisateur et le bien-être. Demain, je vais arriver dans mon building, je vais me garer, je vais connecter ma voiture, je vais monter au bureau, je vais avoir peut-être le pressing à côté, la boulangerie, je vais avoir des activités, je vais faire mon activité professionnelle, je vais me connecter. Voilà, donc on vit différemment maintenant dans un bâtiment parce que le bâtiment est aussi mixé. Voilà. Donc les bâtiments connectés, pour vous, c'est l'avenir de la ville de demain. En tout cas, c'est l'exemple même de ce qu'on voudrait voir. C'est au-delà d'un bâtiment connecté. Je pense que le terme, je ne l'ai pas là, mais ça sera plus qu'un bâtiment connecté. C'est un bâtiment qui va vivre et qui va bouger par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Alexandre, je suis d'accord avec toi. Et c'est un bâtiment qui va devoir s'adapter à nos besoins. La mixité culturelle que je promeux dans la société et pour laquelle nous poussons tous les jours et nous avons dans les valeurs Chuco, de par le fait aussi que nous sommes présents dans 14 pays, donc ça aide effectivement à accepter les différences et à les faire valoir. Les bâtiments qui étaient aujourd'hui des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logement, des bâtiments pour des jeunes, des bâtiments pour des moins jeunes, tout cela va évoluer. On va devoir avoir des bâtiments qui vont s'adapter à nos besoins, une modularité, une mixité des bâtiments. Deuxième bonne idée, Alexandre. Tu pourras reprendre aussi. Ça va coûter cher tout ça. Ça va coûter cher, je vous le dis, moi. Pour pas être d'accord. Vous avez remarqué qu'on vous exploite aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on commence déjà à exploiter l'automobiliste. La chalet. Vous avez deux choucos contre vous. Je ne veux pas dire, mais. Des bâtiments qui vont avoir plusieurs vies et différentes vies et différents usages. Un des enjeux, Alexandre, le maintien à domicile. Important. Nous avons une population et par chance, nous vivons de plus en plus longtemps. Et donc, c'est ce qui fait que ça contribue à l'augmentation du nombre de personnes. Et tant mieux et que ça continue et que les chercheurs trouvent. En revanche, il faudra que nos bâtiments s'adaptent parce que lorsque on est dans une maison avec un escalier, quand on est dans une maison de grande, et j'en connais, je pense à des personnes dans ma tête là, pour nous dire très clairement mes parents, eh bien, il faudra que ces bâtiments s'adaptent parce qu'ils vivent le plus longtemps possible et bien. Alors, justement, Yves, est-ce que vous pouvez nous dire si demain vous deviez mettre une action commune ensemble, quelle serait-elle ? Déjà de faire se rencontrer tous les acteurs, parce que vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va être difficile, mais c'est possible. Non, regardez, la preuve, on est déjà là tous les deux. Vous êtes un exemple rare. Et chacun dans nos réseaux, on va y arriver. Il y a encore, 7-8 ans, les constructeurs fabriquaient des voitures qui posaient sur des routes, les constructeurs de routes faisaient des routes et les constructeurs de bâtiments faisaient des bâtiments. Et voilà, grosso modo, ça s'organisait comme ça et ça avançait. Bon, c'est interconnecté, c'est plus possible. Alors, il y a quelques limites quand même à l'adaptation des bâtiments. Effectivement, si un bâtiment est vertical, soit on met un ascenseur, s'il y a des escaliers, quand on est âgé, c'est compliqué. Un ascenseur, on l'a pas dans une maison particulière. Et au niveau de la mobilité et des bâtiments, il faut savoir qu'historiquement, autrefois, la mobilité sur les déplacements étaient sur les fleuves. Donc Paris avec la Seine, Lyon avec le Rhône, la Saône, Toulouse avec
Le canal du Midi et la Garonne, merci Sophie. Donc voilà. Et après, on a mis des chevaux, donc on a eu les portes cochères, avec des rues pas forcément étroites. Après, on a rajouté des voitures. Les bâtiments, ils sont limités dans l'adaptation. En revanche, mais on le fait quand même, et très très bien. Et l'idée, c'est pas sortir absolument de la voiture de la ville, comme certains voudraient le faire. C'est au contraire que tout le monde ait sa place. Et dans les futurs bâtiments, on pourra prévoir, pourquoi pas, des espaces pour les vélos, pourquoi pas pour les trottinettes, mais prévoir aussi des parkings pour les voitures, faire en sorte que le tramway soit pas trop loin, mais qui gêne pas effectivement au niveau sonore les gens qui habiteront, ça vous savez faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, je suis allé dans pas mal de conférences et c'était vraiment passionnant, ils parlaient des villes qui se construisent en Chine autour de petits bourgs qui, avec 1 million de personnes, se retrouvent avec 10 millions de personnes en quelques années. Eux, ils pensent déjà à la mobilité du futur avec les bâtiments et l'urbanisation. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, dans 30 ans, on ne sait pas, mais il y aura peut-être des drones qui vont transporter et des gens et des paquets pour livrer. Donc on va faire en sorte que l'espace aérien, mais à 10-20 mètres, soit disponible pour ces drones avec des zones d'atterrissage. C'est fou, ils y pensent déjà. C'est fou, hein. Ils en avancent, hein. Et oui, mais ils le construisent. Donc ils imaginent, nous, ils sont déjà là, les bâtiments. Donc on est limité. On est une vieille nation avec beaucoup d'histoire et c'est bien. Et ils pensent aussi, par exemple, plutôt que de faire un tramway, de prendre de l'espace sur le sol, ce qu'on aurait dû faire en France à la place des tramways qu'on a rajoutés, c'est le faire en aérien, un petit aérien. De les surélever, en fait. Ouais, voilà, tout simplement. On libère l'espace, on fait passer un peu plus de voitures, des vélos, des trottinettes, ce que vous voulez, des passants. Et au moins, c'est aérien. On sait faire, il y a des sociétés qui font ça, mais on est revenu à des vieilles solutions. Il y avait le tramway, c'était vachement bien, puis après Seringuer, on l'enlève, puis après on le remet. Plutôt que d'être un peu disruptif et d'imaginer autre chose, voilà, le bâtiment... On n'est pas encore à la ville futuriste, en tout cas. Mais c'est pas la ville... Ouais, c'est parce qu'elle est là, la ville. Mais la prochaine qu'on construit, et en Chine, ils le font déjà, ils y pensent. Nous, ils sont déjà là. Donc, il y a une adaptation limitée, mais dans le futur, on doit tous se parler pour effectivement qu'on consomme moins, qu'on se déplace moins, qu'on soit plus efficaces tous ensemble. Jacques Adios. Vous dites qu'est-ce que vous souhaitez faire. Ce qu'on souhaite, c'est, après avoir initié cet échange, et encore une fois merci de nous donner la parole et de laisser passer la voix, c'est que nous devons poursuivre cela, mais nous devons aussi associer les Français et le client final. La technologie, oui, au service de l'humain. Il faut que l'humain aussi prenne conscience que ce sont des choses importantes pour l'avenir et pour la ville de demain. Et les comportements vont évoluer et nous devons nous adapter à ces comportements. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de clé unique. Ça va être quelquefois du sur-mesure en fonction des tailles de ville, en fonction des territoires, en fonction de la topographie, en fonction de la population qui vit. Je crois que c'est ce sur-mesure et ce spécifique qui reste à inventer. On a l'humilité de se dire que nous n'avons pas encore la clé, même si nous agissons sur le développement durable chez Schüco depuis maintenant fort longtemps, avec une sensibilité allemande culturellement accrochée qui fait que dans nos produits, dans la manière de les fabriquer, de les diffuser, nous contribuons et nous essayons chaque fois par la mesure du carbon footprint que nous faisons chaque année d'émettre de plus en plus, de moins en moins d'émissions de CO2. Par exemple, nous transportons nos produits via pas au travers de camions, mais par le chemin de fer, même si c'est plus cher, parce que je considère que c'est un acte citoyen qui nous permet de contribuer à notre petit niveau, peut-être, mais de contribuer à une émission de CO2 qui soit plus faible. Donc je répète, c'est nous, les industries avec Yves, que nous souhaitons réunir un tour de table avec des gens, des énergéticiens, d'autres industries avec lesquelles nous allons parler, de le faire de manière humaine, de la manière respectueuse, de manière avec des partis pris, mais qui feront de la discussion une riche discussion, et ensuite partir dans des réflexions de tests, des réflexions d'initiatives locales qui nous permettront de mesurer si ce que nous disons est un réel progrès utile pour les Français. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit ? Je dirais que ça rejoint un peu l'approche de l'évolution aussi du bâtiment qui se veut être un monde collaboratif, et le collaboratif est essentiel pour la réussite d'un projet. On collabore avec tous les intervenants d'un projet, et là, au-delà du projet, c'est de la ville, et avec aussi toutes les générations. On parle de digital, on parle d'expertise, le bâtiment est jeune, et le bâtiment se rajeunit et a besoin, parce que le digital est une partie essentielle, mais associée à l'expertise. Donc il y a cette mixité, cette volonté de faire des choses intelligentes, durables, viables, mais surtout collaboratives. Et l'intelligence collective est, je pense, la meilleure solution à apporter sur ce type
de démarche. Et cette intelligence collaborative, est-ce que le monde de l'automobile en a conscience, justement, Yves Carin ? Pas encore assez. Soyons clairs, pas encore assez. Au Mondial de l'Auto, je crois que Jacques était la seule personne du bâtiment à déjà être curieux. Oui. Et au-delà déjà de la communication et du rassemblement des personnes, je crois beaucoup aussi à la recherche et développement. Par exemple, revenons sur l'enrobé encore une fois. Peut-être que ceux qui fabriquent l'enrobé pourront se dire, mais attendez, dans votre béton, si vous rajoutez ça, ce sera encore plus efficace. Et dans la recherche et développement, dans la technologie que nous pourrons tous mettre en commun, je pense qu'il y a des choses à faire. En matière d'innovation, vous voulez dire ? Oui, d'innovation, de recherche technologique. Peut-être que vous avez des solutions qui pourront s'adapter à l'enrobé. Peut-être que le monde de l'automobile pourra se dire, attendez, mais finalement, pour vos encadrements de fenêtres, nous, ce qu'on fait pour les vitres de voiture, il y a ça. Et puis, je ne sais pas, mais les chercheurs qui vont se parler, parce que le recherche et développement, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Ça a toujours été dans les entreprises, mais aujourd'hui, plus que jamais. Et quand je disais qu'au niveau impact de la pollution, du CO2, on n'aura aucun effet malgré tout ce qu'on pourra faire. Par contre, on pourra apporter les solutions techniques, parce qu'en France, on a toujours été très fort pour faire ça, même si les autres ne nous attendent plus maintenant. Mais on a ces solutions. Ça a été le Concorde, ça a été plein de choses. Nos chercheurs trouvent les solutions, vont les faire fructifier ailleurs. Voilà. Si un jour, avec Jacques, avec Alexandre, avec tout ça, avec ceux de la route, on pouvait faire réunir les chercheurs, se parler en disant « Ah, mais c'est génial, vous faites... » Et alors là, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin et vraiment apporter une vraie plus-value au monde et être utile. Donc parce que finalement, on a envie d'être utile, c'est ça. Cette réunion, elle peut exister un jour ? Non, elle existera un jour. Oui. Jacques, je peux vous dire qu'il s'est concrétisé. Vous avez envie de concrétiser il y arrivera. Et on y arrivera tous ensemble. Vous êtes bien retrouvés, vous, tous les deux, je trouve. En fait, oui. Il faut être toujours humble dans ces dans les délais surtout. Dans l'engagement, il faut être total. Moi, ce que je peux dire pour répondre et pour confirmer ce que dit Yves, c'est que lorsque nous sommes vus il y a 2 ans à l'occasion d'un déjeuner que nous faisions, on ne se connaissait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes ici. Il y a eu, encore une fois, l'identification d'un besoin et une vraie volonté simple, mais déterminée à dire « il adore l'automobile, il l'aime, je suis un enfant de bâtiment ». Et avec l'équipe Schuco, nous avons envie de porter, d'inventer, de créer... Une nouvelle façon de réfléchir aussi, peut-être. Une nouvelle façon de réfléchir, parce que l'innovation, tu en parles Yves, nous créons 15 nouveaux produits par mois, 150 par an. Mais il n'y a pas de produits qui sont pensés en lien avec la mobilité. Et donc, nous devons penser demain, élargir notre point de vue et avec des personnes qui ont cette connaissance de la mobilité, les lier pour que cet enrobé, Alexandre, tu vas devenir fameux, parte de la route et aille vers la façade. Ça vous plairait de rejoindre l'équipe, Alexandre ? Laquelle La nouvelle qui va se créer là, entre l'automobile et... On est déjà, parce qu'on a avant tout une grande famille, donc tout ça c'est la participation de personnes, parce que derrière nous il y a beaucoup de personnes et c'est ça qui est important, et de partager des expériences, de la technologie, du savoir, voilà, donc collaboratif, partage, et dans un système ouvert. On a avant tout des gens ouverts. On espère que cette association deviendra concrète très bientôt, avec des projets très concrets. L'automobile est le premier secteur qui dépose le plus de brevets. Oui. Donc imaginons, on a un objectif, et c'est très bien ce que disait Jacques, dans le temps on ne sait pas, par contre on y va. On ne sait pas combien de temps on va mettre, mais on y va. Un brevet commun qui servira à tout le monde. Allez, le monde de la route, le monde de l'automobile et le monde du bâtiment. Ce brevet-là va servir tout le monde. Ça, c'est un bel objectif. Jacques Ladeau, je vais vous donner le mot de la fin. La première chose, merci. Encore une fois, de nous donner la parole. La deuxième, encore une fois, je l'ai dit, il y a un besoin. Il y a un vrai besoin. Nous avons besoin de faire différemment. Et le changement de paradigme, maintenant nous y sommes, on sent qu'on est sur un plateau, et ce plateau-là, pour évoluer, parce que l'individu est ainsi fait, il doit se faire de manière collaborative, comme dit Alexandre, parce que c'est cette intelligence ensemble qui fera qu'on appliquera et qu'on créera quelque chose de nouveau qui sera utile aux Français. Juste un dernier mot. Bien sûr. Nous étions ici même à la radio pour parler de Schuco Master Façade. Ah oui. Je ne voudrais pas qu'on parle juste que de la France et de notre territoire qui est magnifique, mais qui fait partie d'un territoire parmi plusieurs dans le monde, sachant que les nuages ne s'arrêtent pas à la frontière. Schuco Master Façade, c'est un concours que nous avons lancé auprès des universités de Côte d'Ivoire, de Tunis, de Tunisie et du Maroc. Et le message était comment contribuer à un habitat confortable, accessible, respectueux de l'environnement par
et pour l'Afrique. Je crois que c'est important aussi de se dire que ce que nous ferons, Yves, c'est bien sûr que les industries autour de la table discuteront, mais nous voudrions que ce soit dans une mixité sociale et une mixité territoriale. C'est une belle intelligence en tout cas, c'est ouvrir la porte à tous finalement pour réfléchir pour un commun ensemble, c'est ce qui est le plus important. Interconnecté, dans les sujets, dans les problématiques et surtout dans les solutions. En tout cas, on va juste rappeler le site internet de Choco pour les gens qui veulent aller voir un petit peu ce qui... Voilà. Vous pouvez nous le donner ? Alexandre. Choco, SCHUCO.fr. Et pour suivre un peu les aventures de l'automobile. Oui, il n'y a pas qu'un site internet, il y a aussi les réseaux sociaux. Oui. Donc je vous invite à nous retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, tout est ouvert. Il y a une vraie communauté autour de Choco, effectivement. Et vous retrouverez, je pense, toutes ces informations-là aussi et ce partage-là sur ces réseaux-là. Oui, Yves Cara. Automobileclub.org, automobile au singulier, vous tapez ACA, Automobile Club Association, et vous venez nous rejoindre. Allez, l'adhésion moyenne est à 6 €, donc même pas un paquet de cigarettes. Et pour 6 €, vous avez tous les services possibles et imaginables et une mobilité sûre et pas chère. Bon, c'est parfait. Merci messieurs pour cet échange et d'avoir justement échangé autour de la ville de demain. Jacques Liados, merci d'avoir été avec nous, directeur Choco France. Yves Cara, qui est ex-journaliste et porte-parole de l'Automobile Club Association, et Alexandre Krupka, responsable projet et promotion pour Choco. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Kenza, merci beaucoup. Merci. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Baye Béton et Wastebox.